Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Ligue de football professionnel, il y a menace de grève sur les championnats d'élite. Eh bien, les présidents de clubs viennent de décréter le stade mort le week-end prochain. Ils comptent ainsi manifester leur mécontentement suite à la reconduction du général Pierre Semengo au poste de président de la dite Ligue. Université de Buea, un étudiant condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme et a payé 500 millions d'amende. 12 autres ont été acquittés. C'est le verdict rendu ce jour par le tribunal de première instance de Buea. L'on se rappelle que ces étudiants avaient été interpellés au lendemain des échauffourées survenues au campus de Moliko il y a quelques mois. Législatives et municipales 2013, Elections Cameroun vient d'autoriser le vote avec la carte nationale d'identité. Comment comprendre cette décision, l'opportunité d'une telle décision au moment où l'opération de distribution des cartes d'électeurs est en cours? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. Une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons ce journal en parlant de cette brouille qui existe entre la Ligue de football professionnel et les présidents de clubs d'élite qui viennent justement de décréter le stade mort le week-end prochain. Ces présidents de clubs souhaitent ainsi manifester leur mécontentement suite à la suspension, donc à la reconduction. Suite à la reconduction dont je le disais, je reprends donc ce chapeau, c'est donc cette brouille qui existe entre la Ligue de football professionnel et les présidents de clubs d'élite qui viennent donc de décréter le stade mort le week-end prochain. Ils souhaitent ainsi manifester leur mécontentement suite à la reconduction du général Pierre Semengo au poste de président. Les précisions avec Marcelin Gansop. Bon, je ne sais pas ce qui se passe avec la régie. J'espère que nous sommes bel et bien en direct et que nous allons bel et bien poursuivre cette édition d'information en parlant cette fois-ci de cette note avec les étudiants. Je l'espère bel et bien avec, bien évidemment, la complicité de la régie pour parler donc de l'affaire des étudiants de Buea contre l'université de la même ville. Eh bien, le tribunal de première instance a donc rendu son verdict ce jour. Le nommé Rémi Sigala a été condamné à 18 mois de prison ferme et a payé une amende de 50 millions de francs CFA pour les dégâts causés, se rappelle-t-on, lors des échauffourées survenues au campus de Moliko. 3 autres étudiants doivent par contre payer la caution de 140 000 francs CFA pour être relaxés. Notons que 12 étudiants ont été acquittés, tandis que 11 parmi lesquels le membre de la DECT seront donc devant la barre le 30 juillet prochain. La suite de cette édition d'information, on parle des effondrements des immeubles dans la ville de Douala. Le gouverneur de la région du littoral indexe l'incivisme des populations. Il pointe ainsi un doigt accusateur sur le manque des ressources humaines dans les collectivités qui ont pour rôle de respecter, d'assurer le respect de la réglementation dans le domaine de la construction. Les précisions avec Flavien Valondongo. À Douala, la plupart des immeubles constituent une menace pour la sécurité des riverains. Il y a les immeubles en construction, dont le contrôle technique n'est pas toujours assuré et qui sont construits dans des conditions douteuses. Il arrive parfois que certains de nos compatriotes aillent construire là où, en réalité, il est interdit de construire. Face à la recrudescence des effondrements des édifices dans la capitale économique, l'autorité administrative du littoral estime que la ressource des collectivités est non qualifiée et surtout insuffisante pour faire respecter la loi aux propriétaires. Je crois que ces équipes font du mieux qu'elles peuvent, mais il y a nécessité de renforcer ce personnel quantitativement et qualitativement pour que les chantiers fassent l'objet d'un suivi véritablement étroit. Comme toujours, les enquêtes dont les résultats ne sont presque jamais connus sont à nouveau mises sur pied. Avec le phénomène des immeubles qui s'effondrent dans la capitale économique, la communauté urbaine, de son côté, sort finalement de son sommeil et insiste désormais sur le certificat de conformité pour toute construction en hauteur. Une maison à étage, à partir de R+1, ne peut plus s'implanter maintenant s'il n'y a pas d'études géotechniques.
S'il n'y a pas d'étude de charge, on va vous donner un permis de construire. On va suivre les constructions si elles respectent le dossier que vous avez déposé. Et à la fin des constructions, on doit vous donner un certificat de conformité. Selon des experts, l'on pourrait davantage enregistrer des victimes si la réglementation en matière de construction n'est pas respectée. Restons dans la ville de Douala en se rendant à Mbanga Pongo, une localité située dans l'arrondissement de Douala 3e qui attend toujours son collège d'enseignement secondaire créé. Et voilà plusieurs années, les populations manifestent leurs inquiétudes car sur le site où devait donc avoir lieu cet établissement, il n'y a que des poteaux et la broussaille. Nos reporters Séverin Touban et Serge Alaoutou ont fait le déplacement de Mbanga Pongo. Voici leur reportage. Nous avons retrouvé le CS de Mbanga Pongo, un an après, où ce qui tient lieu. En dehors de ces deux pans, vue de gauche et arrière, pour empêcher le CS de Mbanga Pongo d'être un refuge d'espèces sauvages, Djoki Mohamed Moubarak assure l'entretien, en même temps qu'il regrette l'attitude des pouvoirs publics. L'État nous a oubliés, nous sommes en train de vouloir que l'État, n'est-ce pas, nous mette en position pour qu'on ait le CS comme ils ont prévu. Hein? C'est ce que nous voulons. Peut-être que bon, l'État ne savent pas qu'il y a Mbanga Pongo. D'autres encore pensent que l'État a marqué sa reconnaissance à la localité en créant un établissement d'enseignement secondaire. Nous, on a le CS ici chez nous. Mais est-ce qu'il fonctionne? Ça ne fonctionne pas encore. On ne sait pas le pourquoi ça ne fonctionne pas encore. Mais pourquoi vous dites donc que vous êtes fiers? Si on voit le CS à côté de nous, on serait très fiers de ça. Construit à moitié, le CS de Mbanga Pongo présente toujours un aspect particulier. Ici, on continue de garder espoir et la priorité est ailleurs. Est-ce que c'est la maison indiquée qui enseigne l'enfant? Non, ce n'est pas la maison ou les immeubles. Non, ce n'est pas ça qui donne la leçon à l'enfant. C'est les enseignants et l'enfant qui fait l'école. Ce n'est pas la maison, le confort qui fait l'école. Elles l'ont donc compris, les populations de Mbanga Pongo. Voilà pourquoi elles ont décidé de prendre en main le destin de leur progéniture face à l'inertie du monstre froid. On se balade dans tous les quartiers pour demander le coût d'aide chez tous les habitants de Mbanga Pongo. Le taux maximum, c'est au moins 2000 francs. Quand tu nous donnes, donc on dit 2000, donc demain 5000 des feux de tôle pour qu'on essaie de progresser avec. Bon vent donc. Et vous nous promettez que... À la manière que nous on est en train de faire l'effort pour monter ce n'est que les voluges comme vous avez vu là. On peut commencer cette année, les enfants vont faire l'effort de fréquenter là-bas cette année. Rendez-vous est donc pris pour le lundi 2 septembre, jour de rentrée scolaire 2013. Eh bien, restons avec ces populations de Mbanga Pongo qui ne réclament pas seulement la construction du conseil de leur collège d'enseignement secondaire, mais également le réaménagement de la route qui dessert ce quartier de l'arrondissement de Douala 3e. Reportage de Serge Alaoutou et Séverin Touban une fois de plus. Mbanga Pongo, un quartier et toute une histoire. Dans le seul arrondissement de Douala, où cohabitent le rural et l'urbain. Comme une manne qui tombe du ciel, à notre microphone, les habitants se lâchent. Bien, le véritable problème de Mbanga Pongo, c'est la route. C'est la route. Tout le manque ici, c'est rien que la route. C'est un peu comme si on avait oublié Mbanga Pongo. Hein, la route. Revoyons donc tout ça. Oubliez, l'expression a tout son sens. Surtout après le passage de dents pluie. Des jeunes s'organisent comme ils peuvent et imposent ce checkpoint, soi-disant pour des travaux de réhabilitation de la route. Ce sont les vacances, on les comprend. Le voyage se poursuit pour nous comme dans l'inconnu. Les conducteurs de moto-taxi, véritables champions qui savent serpenter ces innombrables lacs circonstanciels où lorsqu'il n'y a pas moyen, imposent aux passagers de faire cet exercice pour permettre à l'engin de faire du surf. Malgré ce relief, ils continuent de faire leur boulot. On travaille ici juste pour aider la population de Mbanga Pongo, ouais, parce que vraiment avec l'état de la route, c'est très difficile. Quand par exemple nous on change la transmission sur la moto, ça ne peut que faire 3 semaines parce que l'eau partout. Bon, la route, les nids d'eau à tous les niveaux, bon, c'est très difficile pour nous les benchkiners. Des nids de poules gorgés d'eau, ça on l'a compris. Mais alors,
À qui la faute? Les gens sont venus creuser la route, ils creusent la route, ils vendent le sable. Imaginez, quelqu'un vit dans un quartier, il creuse encore la même route qu'il exploite, que tous ses frères exploitent. Il s'en va vendre le sable. Vraiment, je ne sais pas si le gouvernement a oublié ce côté-ci. C'est notre problème ici. Le gouvernement a oublié Mbanga Pongo. L'idée a fini par faire son nid dans les esprits. Les gens disent que là où l'avion était tombé, c'est là où on a enterré les cadavres. Il va falloir que le gouvernement pense aussi à ça. Le cimetière est important. Décidément, pas facile d'oublier le crash du Boeing 737 de Kenya Airways en 2008. De l'arrondissement de Douala 3e, nous rendons juste à côté, c'est à l'arrondissement de Douala 5e, cette fois avec le sous-préfet qui annonce une répression sévère contre les églises réveillées, mais également les débits de boissons qui sont à marge de la loi. Jean-Marie Tchakui Nundieu, en visite de prise de contact dans son territoire de commandement, a évalué l'ampleur de ce phénomène. L'un des axes majeurs du combat qu'il compte mener contre l'incivisme. Le chef de terre, en poste depuis environ 2 mois et demi, a initié cette tournée qui s'est achevée à la chefferie supérieure du canton Bassa, à Ndogbon, un quartier de la ville de Douala. Jean-Marie Tchakui Nundieu va en guerre contre les désordres urbains, l'insécurité, des maux qui minent l'arrondissement de Douala 3e, de Douala 5e, autant pour moi. Le nouveau sous-préfet réactualise les journées citoyennes de propreté qu'il veut obligatoires pour tous les citoyens de son arrondissement. Je propose à présent la réaction de Jean-Marie Tchakui Nundieu au micro d'Equinox Télévision. Je viens de faire le tour de l'arrondissement. Les préoccupations de nos compatriotes sur le terrain sont grandes. Certains besoins reviennent de manière récurrente. Les besoins en infrastructure sociale, les besoins en plus de sécurité de la part des populations, mais aussi le besoin de vivre dans un environnement où il y a de plus en plus de l'ordre. Parce que les questions de désordre urbain ont été évoquées. Les questions d'églises qui opèrent sans autorisation, les débits de boissons qui ne ferment pas à temps, toutes ces questions ont été soulevées. De toute façon, lorsque les gens fonctionnent en marge de la réglementation, ils ne doivent pas oublier que force restera à la loi dans tous les cas. Toujours à Douala, un vendeur de miel a été interpellé ce jour. Il lui est reproché de conditionner ce produit dans un environnement insalubre, mais ceci en marge de la réglementation. Emos Fongo et Flavien Valondongo. C'est au quartier Ako à Douala, précisément au lieu du Kanyabasi, que le poteau rose a été découvert. Du miel en quantité industrielle, mais conditionné dans un environnement insalubre, est destiné à la commercialisation. On me dit que le cadre n'est pas approprié, que je fais ça dans ma cuisine. Et moi, je trouvais que pour éviter les mouches et les abeilles qui peuvent me suivre, que je fasse ça dans un cadre un peu plus restreint. Aucune mesure d'hygiène n'est respectée ici. Ce sont des boîtes de conserve ramassées à travers la ville qui lui servent de contenant au risque des clients. Cela est d'autant plus grave que l'opérateur économique en question propose ce miel aux grandes structures de la place. Il était donc de notre devoir régalien de démanteler ce réseau et de mettre l'assujetti à la disposition de la justice. Du coup, l'équipe de la brigade de contrôle des prix et qualité de la délégation régionale du commerce pour le littoral s'est rendue dans quelques grandes surfaces commerciales de la ville de Douala pour sortir du circuit ce miel conditionné dans un endroit malpropre et surtout à marge de la réglementation. C'est vrai que je n'avais pas à approcher le ministère du Commerce pour qu'il me situe alors qu'il me conseille. Peut-être que c'est ce petit manquement qui a été de ma part, mais je ne fais pas ça à grande échelon. Les consommateurs du miel doivent davantage être vigilants quant à la qualité de l'emballage et du produit. Eh bien, c'est la période des vacances, une période au cours de laquelle le porte-monnaie de plusieurs parents prend un sérieux coup. Tenez, dans certains foyers, la ration est passée du simple au double avec notamment l'arrivée de plusieurs vacanciers dans ces ménages. Nos reporters Roméo Mitterrandam et Julingué ont visité quelques familles du quartier Nkomondo à Douala. Voici leur reportage. La plupart des familles du quartier Nkomondo à Douala ont reçu des vacanciers.
Et depuis lors, les dépenses ont augmenté. Certains parents affirment que ces moments sont plus coûteux qu'en période de classe. Marguerite Banek est mère de plusieurs enfants. Chaque jour, elle doit fournir un repas pour les membres de sa famille. Une tâche pas du tout facile à cause de l'absence des moyens. Bon, avant les vacances, j'amenais parfois 2500, 3000 et je préparais parfois pour 2 jours. Bon, comme nous sommes peu à la maison. Mais maintenant, 3000 francs, c'est pour une seule journée. Ce qui fait qu'à midi, même on mange le soir, on doit racler, mais il n'y a plus rien. La situation est la même chez Suzanne Mananga. Des fois même on mange la nourriture sans sauce. Parce que ils ont quelque chose de résistant dans le corps. Tu fais le manioc, tu frappes avec l'huile. Ils mangent. Parce qu'on ne peut pas joindre les deux bouts. Quand il faut préparer la sauce, c'est que le complément va être petit. S'il faut que le complément soit beaucoup, c'est sans sauce. C'est comme ça que moi je vis ici là chez moi. Les trucs comme la viande, le poulet, on ne mange pas ça ici. Seulement pendant les fêtes. Nadine, par contre, attend l'arrivée des vacanciers prévus dans quelques jours. Elle a déjà pris des dispositions pour assurer leur encadrement. Comme disposition, comme tu voyais là-dehors, je fais un peu de petits commerces. J'ai prévu les œufs, le sarduré. Et des fois, moi-même, je fais quelques beignets pour que je n'achète pas trop de pain le matin. Cette ambiance des vacances est pratiquement la même dans bien d'autres familles de la ville. Certains avouent que certes l'ambiance est chaleureuse pendant ces moments de retrouvailles, même si le plus dur, c'est de préparer le retour des vacanciers dans leurs domiciles respectifs. Législatives et municipales dans la région du Sud, notons que les investitures et les dépôts des dossiers de candidature font grincer les dents à Kribi. Tenez par exemple, le RDPC a reconduit les équipes sortantes au déciment de nouvelles listes. De son côté, le SDF a été dans l'impossibilité de déposer ses dossiers auprès des antennes d'Elections Cameroun. Voyons tout cela avec Joseph Abenabena. Les investitures dans le RDPC à Kribi n'ont pas apporté le changement souhaité par les observateurs de la scène politique. À Kribi 2e, la même équipe a été reconduite malgré de vives critiques des populations. La mairie demeure depuis 6 années dans une sombre maison privée. À Kribi 1er, on observe une certaine combinaison des deux listes en compétition, mais l'équipe dirigeante a aussi été maintenue par le comité central. Une frustration pour la 2e liste de la commune de Kribi 2e, purement rejetée. Il conviendrait de montrer à nos dirigeants qu'on a d'abord une volonté de contribuer à l'épanouissement d'une ville en tant qu'opérateur économique, et que cette envie n'est pas une envie qui va prendre la place des uns et des autres, c'est juste parce qu'on veut aussi poser sa pierre pour l'édifice d'une ville. C'est à ce titre que j'ai monté mon dossier. Nous attendions un consensus comme partout ailleurs, mais curieusement, notre liste a été purement écartée. Avec ces investitures, les citoyens ne s'attendent pas à grand changement. À Kribi 1er, les travaux de cet hôtel de ville sont presque à l'abandon, alors qu'à Kribi 2e, la pensée de sortir de cette maison privée semble ne pas préoccuper l'exécutif reconduit. Le candidat malheureux de Kribi 2e estime que la ville de Kribi est prise en otage par un groupe tribaliste. Cette ville, depuis un bon moment, est en captivité par un groupuscule de gens qui se croient tout permis. Un peuple sans étrangers, un peuple fermé, est un peuple qui périt. Vanité des vanités, tout est vanité. Le Social Democratic Front, SDF, seul parti d'opposition en compétition, aurait pu tirer son épingle de jeu dans cette mare d'incompréhension et de frustration. Que non, il s'est planté pour n'avoir pas déposé ses dossiers, même après avoir pris l'ECAM Kribi 2e en otage. En guise de page magazine dans ce journal, je propose de nous rendre dans un atelier pour vivre la fabrication des marmites, une fabrication artisanale des marmites communément appelées macocottes. Il s'agit d'ustensiles de cuisine fort prisés par les ménagères. Et qui plus qu'une dame pour nous parler de cet atelier, il s'agit de Viviane Kamoa dans ce reportage.
Cette ferraille attend d'être pesée par ces commerçants. Il s'agit de l'aluminium brut qui servira à la fabrication des marmites Macocotte. L'aluminium est ainsi acheté et traité puis envoyé à la fonderie. Dans un four en terre battue, alimenté par des charbons ardents, l'aluminium est fondu dans cette marmite. Voilà, vous en savez déjà un peu plus sur le processus de fabrication de ces marmites fort prisées par les ménagères. De la réclame dans ce journal, le concours Élite Modèle Look Cameroun, la deuxième édition, est bientôt sur les rails. Les promoteurs de cet événement viennent de donner les modalités de participation de ce rendez-vous de top modèle. C'était lors d'un point de presse à Yaoundé. Reportage. Je m'appelle Jeanne d'Arc, j'ai 17 ans et je viens du Cameroun. Moteur de la profession de mannequin au monde, Élite Modèle Management remet ça pour une deuxième au Cameroun. Avec cette année, une touche particulière. La différence entre cette année et l'année dernière, c'est que déjà nous avons 4 dates. Parce que nous avons remarqué que l'année dernière, nous n'avions que 2 dates. Et à la fin, en fait, de tout l'événement, nous avons reçu beaucoup de demandes et de sollicitations par rapport aux informations pour les castings. Mais malheureusement, les castings étaient déjà finis. Donc nous avons décidé cette année de mettre plusieurs dates pour avoir plusieurs filles et de donner beaucoup plus de chances et d'opportunités aux filles d'assister et de participer au casting. Les modalités pour y participer sont claires, concises et précises. Alors le choix de filles sans foi sur les critères de base, c'est-à-dire être une jeune fille, mesurer 1m72 minimum et avoir entre 14 et 22 ans. Et bien sûr avoir une certaine beauté naturelle et une certaine prestance. Le concours offre ainsi la possibilité à des milliers de jeunes filles âgées de 14 à 22 ans de réaliser leur rêve de devenir mannequin. Nous avons un nombre illimité de participantes pour les castings. C'est-à-dire que autant de participantes que possible peuvent venir pour chacune des dates et chacune des villes. Mais au final, nous terminerons seulement avec 30 demi-finalistes pour le casting national et entre 10 et 12 finalistes pour la finale nationale. Véritable accélérateur de carrière, le concours Élite Model Look est une institution qui offre l'opportunité aux jeunes filles de toute nationalité d'accéder au monde de la mode, de devenir mannequin et de débuter une carrière sous les meilleurs auspices. Toutes les filles qui sont chez Élite, la plupart n'étaient même pas conscientes de leur beauté. Il y en a qu'on a découvert dans un bureau de poste et d'acheter un thème. Donc moi je pense qu'il y a énormément de potentialité. Il faut simplement que au Cameroun on comprenne que être un top modèle c'est un vrai travail. Et que vraiment c'est une vraie profession. Ce n'est pas quelque chose juste pour ceux qui ont raté leur vie ou quoi que ce soit. Pour la deuxième année consécutive, l'équipe Élite Model Look Cameroun sillonnera le pays en organisant 4 castings à Douala et à Yaoundé. Et ce selon le calendrier suivant: Institut français du Cameroun à Douala, les samedis 13 juillet et 3 août, de 10h à 18h30, et à l'Institut français du Cameroun à Yaoundé, les samedis 27 juillet et 24 août, aux mêmes heures. Les finalistes du Cameroun rivaliseront d'adresse avec celles venant des autres pays du monde. Concours Élite Model Look, 30 ans d'existence, 30 années de révélation des stars du mannequinat. Eh bien, c'est au bas de ces belles images que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Je vous donne rendez-vous juste après la transition et nous allons parler des élections législatives et municipales 2013. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie du 20h. Elections Cameroun, par la voix de son directeur général, vient de prendre la décision de faire voter avec la carte nationale d'identité au cours du double scrutin du 30 septembre prochain. Alors, comment comprendre ou alors apprécier l'opportunité d'une telle décision au moment même où l'opération de distribution des cartes électorales, des cartes d'électeurs, est en cours? Avec nous sur ce plateau, un juriste. Il s'agit de Maître Laurent Bondje. Bonsoir. Bonsoir Étienne. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous avez certainement été au parfum de cette information concernant donc Elections Cameroun
qui prend la décision qu'on peut voter avec la carte nationale d'identité. Est-ce que c'est un acte illégal? Je pense que prendre comme cela l'acte qu'a posé le directeur général des élections, c'est un peu aller très vite en besogne. Parce qu'il faut commencer par l'acte unificateur, je veux dire la loi, le code électoral, que prévoit le code électoral pour l'électeur qui se présente le jour au bureau du vote. Effectivement, dans son article 103 du code électoral, il est prévu que l'électeur, lorsqu'il se présente, donne d'abord sa carte électorale biométrique, et qu'il se fasse identifier. C'est-à-dire qu'il doit prouver son identité. Et la preuve de l'identité, c'est la carte nationale d'identité. Je crois que c'est dans ce sillage que dans l'organisation matérielle, pas de créer un texte nouveau, le directeur général des élections Cameroun a pu prendre cette note pour organiser, comme son nom l'indique, les bureaux de vote. Ce n'est pas un acte illégal. Mais je pense aussi qu'il faut aller un peu plus loin pour comprendre cet acte, parce que nous sommes à l'étape de distribution des cartes. Et c'est justement la raison pour laquelle que l'on peut parler de l'opportunité d'une telle décision. On n'a pas plus de 2 mois du scrutin du 30 septembre. Tout à fait. Il est fort possible que beaucoup de personnes n'aient pas leur carte, n'aient pas retiré les cartes. Vous savez, les opérations d'inscription sur les listes électorales, d'abord il faut revenir pour dire qu'il y a eu refonte. Cela veut dire qu'avant la refonte, ou au moment où on a prononcé la refonte, personne n'était inscrit. Donc il y a eu refonte, et ceux qui ont été inscrits, et justement, doivent retirer leurs cartes. Mais vous avez vu que les inscriptions se sont passées un peu partout, dans les marchés, dans les sociétés, etc. Aujourd'hui, pour retirer sa carte, il faut aller dans l'une des antennes d'Election Cameroun. La preuve, on a des problèmes, je suis sûr qu'ils ont des problèmes sérieux pour distribuer ces cartes. Il y aura donc sûrement beaucoup d'électeurs qui n'auront pas de cartes. Alors, cela ne justifie pas toujours qu'on comprenne pourquoi est-ce que Election décide qu'on peut voter avec la carte nationale d'identité. Est-ce que cette stratégie est bonne? Elle ne pouvait pas mettre davantage l'accent sur la distribution de ces cartes d'électeurs déjà disponibles? Tout à fait. Je ne pense pas, j'ai lu ce texte. Ce texte n'est pas une loi, c'est une décision prise par le directeur de l'élection Cameroun, le directeur général. Et je crois qu'ici, pour voter, il faut partir d'un principe. Il faut être inscrit sur une liste électorale. Vous ne pouvez pas voter tout simplement parce que vous avez votre carte nationale d'identité. Donc vous devez d'abord être inscrit sur une liste électorale et voter dans le bureau où se trouve votre inscription. Et ensuite, comme je l'indiquais tantôt, vous pouvez ne pas retirer votre carte d'électeur, votre carte électorale biométrique. Vous allez sûrement, et c'est ce que dit la loi, que ces cartes soient présentes dans les bureaux de vote où les détenteurs peuvent les retirer. Mais il peut arriver, parce qu'on a eu des inscriptions jusqu'à la veille, il peut arriver que d'autres cartes ne soient pas disponibles. Ici, le directeur vous donne donc l'opportunité de voter avec votre carte nationale d'identité, mais vous ne pouvez voter, et c'est là la nuance, que si vous êtes inscrit sur la liste électorale. Jusque-là, on aimerait toujours comprendre, est-ce que cette note, est-ce qu'elle ne va peut-être pas maintenant décourager ceux qui comptaient pourtant aller récupérer leur carte? Parce qu'il y aura en quelque sorte la négligence. Les gens vont se dire, on peut voter avec la carte nationale d'identité. Pourquoi avoir mis tant d'énergie pour mettre sur pied des cartes d'électeurs et maintenant on demande qu'on vote avec la carte nationale d'identité? C'est parce que parfois la lecture de nos textes n'est pas très visible pour le vulgus, comme on dit. Il faut savoir que même nanti de votre carte d'électeur, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Je vous ai indiqué le texte tout à l'heure qui organise cela. C'est-à-dire que ne vous présentez pas le jour de vote avec tout simplement votre carte d'électeur. Il vous sera aussi exigé, de par la loi, la carte nationale d'identité. Cela ne dédouane pas ceux qui ne vont pas retirer leur carte. Mais je crois que c'est une mesure pratique parce qu'il y a des difficultés de distribution. Vous savez, même les cartes nationales d'identité, allez dans les commissariats, vous allez trouver beaucoup de cartes nationales d'identité non retirées. Mais ici, il y a un argument pratique, c'est de faire participer le maximum des inscrits au double scrutin du 30 septembre. Donc je pense que ceux qui croiront qu'on leur donne l'opportunité d'aller voter
tout simplement avec la carte nationale d'identité. Et non, s'ils ne sont pas inscrits, ils ne voteront pas. Et s'ils ne retirent pas leur carte d'identité aujourd'hui, ils peuvent retirer leur carte électorale dans le bureau de vote où ces cartes seront disposées. Mais il peut y avoir des désagréments et c'est là où peut-être de manière minutieuse et peut-être pour quelqu'un qui gère une structure aussi délicate, il a pu donc indiquer que la carte électorale pourrait ne pas être exigible si vous êtes inscrit, que si vous présentez votre carte nationale d'identité, vous serez identifié. Maître Laurent Bondje, dites-nous, est-ce que cela ne réconforte pas ceux qui pensent que c'est là une voie ouverte à la fraude? Bien, à la fraude, personnellement, je ne pense pas. Mais je crois que le doute aussi est permis. Vous savez, la manigance, c'est les hommes. Les textes peuvent être très bien faits, mais les hommes peuvent tirer de ces textes des failles nécessaires. Et à ce niveau-là, tout dépend maintenant de ceux qui doivent organiser au niveau du bureau de vote. Vous savez, la commission locale de vote, dans ce cadre-là, a tous les pouvoirs pour veiller. C'est vrai, la loi leur indique ce qu'il faut faire. La décision leur dit concrètement ce qui va se passer. Mais il reste de voir que la vigilance doit être démise. Et vous savez que c'est pour cela qu'au niveau de chaque bureau de vote, il y a la présence tout au moins des candidats ou des partis qui concourent à l'élection. Et c'est là où toute la vigilance doit être faite. On ne peut pas parler d'un aveu d'échec par rapport à cette note qui est quand même prise. On a encore plus de 2 mois avant le scrutin du 30 septembre. Est-ce que c'est déjà un aveu d'échec pour l'élection Cameroun? Moi, je crois que gouverner, c'est prévoir. Si c'est un aveu d'échec de prévoir qu'il peut y avoir des problèmes, et oui, je suis d'accord avec vous. Mais si, au vu des problèmes, on veut éviter qu'arriver à la veille qu'on soit un peu bloqué, je crois que cette mesure n'est pas mal non plus. Il faut se dire une chose, ceux qui ne sont pas inscrits ne voteront pas. Seuls ceux qui voteront seront inscrits. Et vous savez que chaque bureau de vote doit avoir au maximum 500 inscrits. Donc ceux qui vont voter sans être inscrits, c'est de la fraude. Et vous connaissez que la fraude corrompt tout. Et la fraude est pénalement réprimée au Cameroun. Bon, à côté de cette note du directeur général portant le vote avec la carte nationale d'identité, j'aimerais un tout petit peu qu'on revienne sur un certain nombre de revendications que l'on a observées juste après le dépôt des dossiers de candidature. On a le cas de certains partis politiques qui disent être arrivés avant l'heure de fermeture et que bien après, parce qu'il y avait manqué un élément dans leur dossier, ces dossiers ont été rejetés. Est-ce que l'antenne d'Elections Cameroun, à ce moment précis, avait cette permission de rejeter ce type de dossier? Là, justement, vous me permettez ici de revenir sur un aspect qui me semble être trop technique, trop juridique et qui échappe un peu aux administrateurs. Et il faut savoir qu'il faut faire un distinguo entre le dépôt et la recevabilité. Le dépôt des dossiers doit se faire dans les antennes d'Élections Cameroun ou à la direction d'Élections Cameroun. Et vous savez que lorsqu'on dépose, la seule chose qui est requise de ceux qui reçoivent votre dossier, c'est d'enregistrer. C'est-à-dire que la seule obligation qu'ils ont, c'est d'enregistrer votre dossier et de vous donner un récépissé. Ils peuvent faire des réserves sur le récépissé en indiquant précisément que voilà tel nombre de pièces que nous avons reçues de tel monsieur qui s'engage à participer. C'est encore un vœu personnel. À ce niveau-là, ils ne doivent pas juger. Parce que lorsqu'ils rejettent, ils sont déjà juges. Ce n'est pas leur rôle. Par contre, ils peuvent ne pas recevoir votre dossier s'il n'a pas déposé au lieu indiqué par la loi. Ça veut dire qu'on vous dit antenne et les CAM, n'allez pas déposer au bureau du sous-préfet ou de quelqu'un d'autre y est rattaché. Ou s'il est déposé hors délai. C'est-à-dire que la loi dit 15 jours. Dans les 15 jours, vous devez déposer votre dossier de candidature. Si vous venez le 16e ou le 17e jour, eh bien, ils ne sont pas dans l'obligation de vous enregistrer. Mais par contre, la recevabilité du dossier ici, c'est ce que nous appelons le droit légitimé. C'est-à-dire que c'est là où on examine le dossier sur le plan de la forme et sur le plan du fond. Mais il savait quand même qu'il y a certains dossiers qui ont été rejetés au niveau de l'antenne d'Elections Cameroun. Alors comment est-ce que la justice
peut-elle se rattraper pour ce genre de situation? Mais ce qui va se passer, d'abord, il est prévu par le code électoral, parce que c'est un peu la Bible des élections au Cameroun actuellement. Il est prévu par cette loi qu'effectivement, lorsque vous déposez votre dossier, vous en tenez copie au Conseil constitutionnel. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel ici veille à la régularité des élections. Mais au cas où on n'a pas réussi à déposer son dossier et que son dossier a été rejeté, comment est-ce que maintenant l'heure est à l'examen de ces dossiers au niveau du Conseil électoral? Comment est-ce que ces partis politiques ou alors ces candidats peuvent-ils faire pour se racheter? Effectivement, il y a deux étapes comme je l'indiquais tout à l'heure. Il y a le dépôt, il y a la recevabilité. Et j'allais indiquer ici l'organe qui est chargé effectivement d'examiner les dossiers sur le plan de la recevabilité, c'est le Conseil électoral. Et le Conseil électoral peut effectivement recevoir votre dossier ou le rejeter. Et il faut savoir, et c'est là la nuance entre le dépôt et la recevabilité, il faut savoir que lorsque votre dossier est rejeté par le Conseil électoral, il leur fait obligation de vous notifier le rejet à travers le directeur général d'élection au Cameroun et de motiver le rejet de votre dossier. Vous voyez donc la différence entre le dépôt et la recevabilité. Ici, c'est pratiquement une décision dans laquelle il y a une motivation qui vous permet, vous, candidat, qui avez vu votre dossier rejeté, de pouvoir savoir pourquoi on a rejeté mon dossier et au besoin, pas au besoin. Forcément, si vous avez des arguments à faire valoir, de saisir le Conseil constitutionnel qui joue ici le rôle de juge du contentieux. Et comment donc, au dépôt, il peut faire? Eh bien, on a mis un tribunal du contentieux électoral, qui est le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel est habilité à examiner tout le contentieux issu de processus électoral. Alors, est-ce qu'on peut saisir ce conseil, permettez que je vous... Est-ce qu'on peut saisir ce conseil électoral avant, toutefois, qu'il y ait eu la publication des listes des candidats? La loi prévoit une période de saisine. Vous savez, les élections sont cantonnées dans des délais. Aucune phase ne peut se faire si les délais ne sont pas observés. Que ce soit la phase de dépôt, où vous avez un contentieux ouvert, que ce soit la phase de rejet. Donc, on a reçu votre dossier, mais pour des raisons, des conditions de fond et de forme, le Conseil a estimé ne pas légitimer votre droit de participer au vote. Eh bien, la loi vous donne l'opportunité de saisir le Conseil constitutionnel. Bon, là, mais au moment où ce soit que ces dossiers n'aient pas été rejetés au niveau du Conseil électoral, là, c'était au niveau de des antennes d'Elections Cameroun. Tout à fait. Comment ça se passe? Ben, vous saisissez le Conseil constitutionnel qui ne peut se prononcer jusque-là. Le Conseil constitutionnel ne se prononce pas avant le verdict du Conseil électoral. Il faudra attendre d'abord que le Conseil électoral publie la liste des candidats et effectivement, on ouvre la brèche pour tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été, comme on dit au quartier, lésés, pour pouvoir faire valoir leurs droits auprès du juge électoral. Et à ce niveau-là, le juge écoute donc les partis, d'ailleurs qui sont invités, puisque notifiés en ce qui concerne le rejet du Conseil électoral, mais le Conseil est au courant de ce qui se passe parce que le candidat qui n'a pas vu son dossier être retenu par les antennes ou par la direction de l'élection de Cameroun a déposé un dossier au Conseil électoral et a déposé ce dossier au Conseil constitutionnel, lequel Conseil donc va examiner dans sa phase contentieuse l'opportunité de recevoir, cette fois-ci, ce ne sera plus de déposer, mais de recevoir le dossier ou de ne pas recevoir ce dossier. Voilà, merci Maître Laurent Bondier. Il faut signaler que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci d'avoir apporté tous ces éclairages concernant le processus, du moins les législatives et municipales qui se tiennent le 30 septembre prochain. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Nous vous remercions d'avoir été à notre compagnie. Retrouvez juste après nous le Jeudi des Sports, une présentation de RVK. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.